Pendant 2 ans, j'ai vécu avec un secret que personne dans ma maison ne soupçonnait. Pas mon mari. Pas mes enfants. Personne. Quand Philippe a licencié Marc, notre chauffeur depuis presque 20 ans, il l'a fait sans la moindre hésitation. Une signature, une phrase froide, et la porte s'est refermée. Pour lui, c'était une question de discipline. Pour moi, c'était l'effacement brutal d'un homme qui avait vu grandir nos enfants, qui avait attendu devant les écoles sous la pluie, qui m'avait conduite aux hôpitaux quand j'avais peur des résultats médicaux. Marc n'était pas un employé. Il faisait partie du décor vivant de notre famille. Officiellement, il avait commis une faute. En réalité, il avait simplement choisi son fils malade plutôt que l'aéroport de mon mari. Philippe n'a rien voulu entendre. Moi, si. Je l'ai retrouvé quelques semaines plus tard, dans un petit café discret près de la gare. Il avait changé. Amaigré. Le regard fatigué. Il s'est excusé auprès de moi, comme si c'était lui le coupable. Ce jour-là, j'ai pris une décision silencieuse. Je l'aiderai. Pas avec de grands virements qui auraient attiré l'attention. Pas avec des gestes spectaculaires. Non. Avec de petites sommes, régulièrement. Moins de robes inutiles. Moins de dépenses superflues. Un budget personnel réorganisé avec précision. Chaque mois, discrètement. L'école de ses enfants. Des médicaments. Un loyer en retard. Toujours en espèces. Toujours en dehors de la maison. Parfois dans un café. Parfois dans une rue calme. Je lui demandais une seule chose. Ne le dites à personne. Pas par honte. Par prudence. Je savais que si Philippe apprenait cela, il ne verrait pas un acte humain. Il verrait une trahison. Ces rencontres sont devenues mon double rythme de vie. Le jour, épouse élégante dans une grande maison parfaitement entretenue. Le soir, femme qui vérifie ses comptes pour aider en secret un homme que son mari avait jeté comme un objet inutile. Marc me remerciait chaque fois avec une gratitude presque douloureuse. Il baissait les yeux, retenait ses larmes. « Madame Claire, vous nous sauvez. » Je répondais toujours la même chose. Je ne sauve personne. Je fais simplement ce qui est juste. Pendant 2 ans, j'ai continué. Ce n'était pas seulement pour lui. C'était pour moi. Pour me prouver que je n'étais pas devenue une décoration silencieuse dans une maison froide. Que je pouvais encore choisir la loyauté, même si l'homme avec qui j'avais vécu 40 ans ne la reconnaissait plus. Je ne savais pas encore que ce secret, ce petit acte de bonté, deviendrait la pièce maîtresse d'un piège que ma propre famille préparait dans l'ombre. Ce matin-là, je n'avais rien pressenti. Je sortais du centre commercial avec plusieurs sacs inutiles, des choses achetées plus par habitude que par envie. 3 heures à marcher entre des vitrines brillantes pour combler un vide que je refusais encore de nommer. Je cherchais du regard la voiture noire de Philippe. Elle était toujours là, ponctuelle, impeccable. Mais ce n'est pas la voiture que j'ai vue en premier. C'était Marc. Il se tenait un peu à l'écart du parking, appuyé contre une petite voiture grise. Pas le regard doux et reconnaissant que je lui connaissais. Non. Son visage était tendu. Décidé. Je me suis approchée. « Marc, qu'est-ce que vous faites ici ?» Il a regardé autour de lui avant de parler, comme s'il craignait d'être observé. Puis il a dit, d'une voix basse mais ferme. « Madame Claire, écoutez-moi très attentivement. Ne montez pas dans la voiture quand elle arrivera. Prenez un taxi. Immédiatement. » J'ai cru mal entendre. « Pardon ?» Il a répété, plus lentement. « Ne montez pas. C'est une question de vie ou de mort. Je ne dramatise pas. Vous comprendrez quand vous verrez qui vient vous chercher, et pourquoi. » Le sang s'est retiré de mes mains. Mes sacs sont devenus soudainement lourds. « Marc, de quoi parlez-vous ?» Il n'a pas répondu directement. Son regard a glissé derrière moi, vers l'entrée du parking. « Vous m'avez fait confiance pendant 2 ans. Faites-le encore une fois. Ne discutez pas. Ne posez pas de questions maintenant. Montez dans un taxi. Allez dans un endroit public. Et observez. Écoute. » Les réponses sont plus proches que vous ne l'imaginez. J'ai senti une vague glacée remonter le long de ma colonne vertébrale. « Qui ai-je murmuré. De qui dois-je me méfier ?
Il a secoué légèrement la tête. Plus tard. Là, la voiture arrive. Je me suis retournée. La berline noire entrait sur le parking. Lisse. Discreet. Habituel. Tout semblait normal. Et pourtant, plus rien ne l'était. Le nouveau chauffeur, Karim, est sorti comme toujours, geste précis, regard professionnel. Il a ouvert le coffre. Madame Claire, je vous aide avec les sacs ? Sa voix était polie. Trop polie. Je l'ai observé pour la première fois vraiment. Son regard ne restait jamais longtemps fixé sur moi. Il balayait l'espace. Calculate. Non, merci, ai-je répondu. Je reste encore un peu. J'ai rencontré une amie. Je rentrerai en taxi. Il a hésité. Monsieur Philippe m'a demandé de ne pas vous laisser seul. Dites-lui que j'ai changé d'avis. Mon ton était calme. Froid. Inhabitual. Il a posé les sacs à mes pieds et est reparti. Je suis restée immobile jusqu'à ce que la voiture disparaisse au coin de la rue. Alors seulement j'ai respiré. Je ne savais pas si je venais d'éviter un danger réel, ou d'entrer dans quelque chose de bien plus grave. Mais au fond de moi, une certitude s'installait. Marc n'aurait jamais prononcé ces mots à la légère. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai compris que la menace ne venait peut-être pas de l'extérieur. Elle venait de beaucoup plus près. Le nouveau chauffeur était arrivé quelques semaines plus tôt. Rustlin. Jeune. Silencieux. Trop silencieux. Il ouvrait la porte avec une précision presque militaire, évitait les conversations inutiles, ne posait jamais de questions. Au début, j'avais apprécié cette distance. Après des années passées à côté d'un homme qui décidait de tout, le silence me semblait reposant. Mais depuis l'avertissement de Sergeï, chaque détail avait changé de couleur. Dans la voiture, je sentais son regard dans le rétroviseur. Pas insistant, pas déplacé, simplement attentif. Trop attentif. Comme s'il ne conduisait pas seulement une voiture, mais observait un terrain. Quand j'ai refusé de monter ce jour-là et que j'ai pris un taxi, j'ai vu quelque chose passer dans ses yeux. Pas de la surprise. Pas vraiment. Plutôt une contrariété froide. Comme si un plan venait d'être perturbé. Le café du centre-ville était presque plein lorsque je m'y suis réfugiée. Je me suis installée près de la fenêtre. J'ai commandé un thé noir. Mes mains tremblaient. Sergeï avait parlé de vie ou de mort. C'était excessif. Pourtant, au fond de moi, je savais qu'il n'aurait jamais utilisé ces mots sans raison. Mon téléphone a vibré. Igor. Pourquoi le chauffeur dit que tu as refusé de rentrer ? Où es-tu ? Responds. Les messages s'enchaînaient. Il ne demandait pas si j'allais bien. Il voulait savoir où j'étais. J'ai tapé une réponse simple. Je suis restée en ville. Je rentrerai plus tard. Presque immédiatement. Ne tarde pas. Ce n'est pas raisonnable. Pas raisonnable. Je me suis mise à observer la salle. Les gens riaient. Parlayant. Venaient et repartaient librement. Personne ne semblait surveiller. Personne ne semblait devoir rendre des comptes pour une simple tasse de thé. Mon téléphone a vibré encore. Le chauffeur devait te ramener. Pourquoi tu changes les plans sans prévenir ? Ce n'était plus de l'inquiétude. C'était du contrôle. À cet instant précis, quelque chose s'est fissuré en moi. Pas une explosion. Un déclic froid. Sergeï avait raison sur un point, je devais regarder autrement. Le nouveau chauffeur. Les messages insistants. Le ton d'Igor. Les conversations qui s'interrompaient quand j'entrais dans une pièce. Tout cela n'était peut-être pas isolé. Je buvais mon thé, lentement, et pour la première fois depuis longtemps, je ne me sentais pas simplement triste. Je me sentais surveillée. Et cette sensation ne venait pas de la rue. Elle venait de ma propre maison. À partir de ce jour-là, j'ai cessé d'être distraite. Je n'ai rien dit. Je n'ai accusé personne. J'ai simplement commencé à observer. Igor parlait plus bas quand j'entrais dans son bureau. Maxime évitait mon regard pendant les dîners. Dès que je posais une question un peu précise, les réponses devenaient vagues. Tout est sous contrôle. Des affaires normales. Tu t'inquiètes pour rien. Toujours la même formule. Un soir, en passant devant le bureau d'Igor, j'ai entendu mon nom.
La porte était presque fermée. Il parlait au téléphone. Il faut que tout soit réglé avant qu'elle ne comprenne. Non, son nom ne doit plus apparaître nulle part. Oui, on sécurise d'abord les actifs. Mon cœur s'est serré. Quand il a ouvert la porte et m'a vu dans le couloir, il a immédiatement raccroché. Tu voulais quelque chose ? Son ton était neutre. Trop neutre. Je me suis excusée. J'ai inventé une raison. Je suis partie. Mais cette phrase restait dans ma tête. Son nom ne doit plus apparaître nulle part. Les jours suivants, j'ai remarqué autre chose. Maxime venait souvent voir son père sans me prévenir. Il restait enfermé longtemps. Quand je demandais de quoi il parlait, Maxime répondait. Juste du travail, maman. Juste du travail. Pourtant, un soir, en débarrassant la table, j'ai surpris un échange entre eux. On a déjà transféré la moitié, a murmuré Maxime. Parfait, a répondu Igor. Elle ne verra rien venir. Ils se sont tus dès qu'ils ont réalisé que j'étais là. Je n'ai rien dit. Je n'ai pas crié. Je suis montée à l'étage avec les assiettes dans les mains, le visage impassible. Mais à l'intérieur, quelque chose s'effondrait lentement. Et puis il y avait Diana. Elle appelait moins souvent. Quand je lui parlais, sa voix semblait prudente, mesurée. Comme si chaque mot devait être choisi. Tout va bien, maman. Tu dramatises parfois, tu sais. Dramatiser. Je n'avais rien dit pourtant. Alors pourquoi cette défense anticipée ? Ce n'était plus une impression. C'était une sensation froide et précise. On me tenait à l'écart. Pas par accident. Pas par négligence. Par choix. Dans ma propre famille, quelque chose se préparait. Quelque chose d'organisé. Et pour la première fois depuis 42 ans de mariage, je me suis posé une question que je n'avais jamais osé formuler. Et si je n'étais plus une épouse ? Mais un obstacle ? Ce soir-là, je n'avais pas l'intention d'espionner qui que ce soit. Je passais simplement devant le bureau d'Igor. La porte était entr'ouverte. Sa voix était basse, mais tendue. Non, il faut accélérer. Les transferts doivent être terminés avant la fin du trimestre. Son nom ne doit plus apparaître dans les documents officiels. Je me suis figée. Son nom. Il n'y avait qu'un seul son possible. Le mien. Je me suis approchée sans bruit. Le parquet ne craquait presque pas. Il continuait. Les comptes à l'étranger sont plus sûrs. On sécurise d'abord les actifs principaux. Oui, Maxime est au courant. Maxime. Je n'ai pas attendu davantage. Je me suis éloignée avant qu'il ne sorte. Quand Igor est apparu dans le couloir quelques secondes plus tard, son visage était parfaitement calme. Tu cherchais quelque chose ? Son regard était froid. Calculateur. Non. Y passais. Il m'a observé une seconde de trop, puis est retourné dans son bureau. Le lendemain, j'ai regardé Maxime différemment. Au dîner, il parlait peu. Il évitait mon regard. Tout va bien au travail ? Ai-je demandé. Oui, tout est sous contrôle. Toujours cette phrase. Sous contrôle. Je l'ai observé pendant qu'il buvait son eau. Sa main tremblait légèrement. Tu sembles stressé, ai-je ajouté calmement. C'est juste la pression des projets. Il n'a pas levé les yeux. Pas une seule fois. Diana, elle, avait changé d'une autre manière. Elle appelait moins souvent. Et quand elle le faisait, sa voix semblait prudente. Maman, tu ne devrais pas trop t'inquiéter pour l'argent. Papa sait ce qu'il fait. Je n'avais rien mentionné. Rien. Alors pourquoi parlait-elle d'argent ? Un jour, je lui ai demandé directement. Tu signes des documents en ce moment pour ton père ? Silence. Puis, c'est juste administratif. Rien d'important. Administrative. Dans cette famille, tout ce qui détruit une femme devient administratif. Les regards entre eux avaient changé. Igor et Maxime échangeaient des phrases incomplètes. Des demi-mots. Des silences lourds. Quand j'entrais dans une pièce, les conversations s'arrêtaient. Net. Trop net. Je n'avais plus besoin de preuves. Je sentais la mécanique tourner. Des comptes. Des transferts. Des signatures. Et moi, au centre. Comme si je n'existais déjà plus.
Ce n'était pas un malentendu. Ce n'était pas une impression. Quelque chose se préparait. Et cette fois, je n'avais plus l'intention de fermer les yeux. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. Le plafond était plongé dans l'obscurité, mais mes pensées, elles, étaient éclatantes, presque violentes. Les mots de Sergeï revenaient sans cesse. Vous comprendrez quand vous verrez qui. Je croyais que le danger était dehors. Dans la rue. Dans une voiture noire. Dans le regard trop neutre d'un chauffeur. Je me trompais. Allongé dans ce lit que je partageais depuis plus de 40 ans, j'ai soudain compris quelque chose de terrifiant. Le danger ne venait pas de l'extérieur. Il dormait à côté de moi. Je repensais aux comptes à l'étranger, aux documents où mon nom disparaissait, aux signatures de mes propres enfants, aux conversations interrompues dès que j'entrais dans une pièce. Tout était là. Pas une crise, pas un accident, pas une dispute. Un plan, Silencieux. organisé. Patient. Et moi, au centre, comme une pièce qu'on déplace doucement vers la sortie sans qu'elle s'en rende compte. Je me suis levée sans faire de bruit et je suis descendue au salon. La maison était magnifique. Parfait. Éclairée par des lampes design, meublée avec goût. Une vitrine. Mais derrière les murs impeccables, je sentais autre chose. Une froideur que je n'avais jamais voulu nommer. Je me suis arrêtée au milieu du salon. Et la pensée est arrivée, nette, irréversible. Le danger ne vit pas dans la rue. Il vit ici. Il s'assoit à ma table. Il porte mon nom de famille. Il m'appelle Blondie, avec un sourire condescendant. Il parle de justice, pendant qu'il efface mon existence des papiers. Et mes enfants, eux aussi habitent cette maison. Eux aussi participent au silence. Ce n'était pas une menace physique. C'était pire. C'était une disparition programmée. On ne cherchait pas à me blesser. On cherchait à me rendre inutile. Inexistent. Implacable. Je me suis regardée dans le miroir du couloir. Je n'ai pas vu une victime. J'ai vu une femme qui venait enfin d'ouvrir les yeux. Et à cet instant précis, quelque chose a changé. Je n'avais plus peur d'une voiture. Je n'avais plus peur d'un détective. Je n'avais plus peur d'un divorce. Ce qui me terrifiait, c'était de rester encore une année dans cette maison en faisant semblant de ne rien voir. Le danger vivait ici. Mais moi aussi. Et cette fois, je n'avais plus l'intention de me taire. Nous étions assis face à face dans ce petit café discret, loin des regards. Sergeï gardait la voix basse, mais chaque mot qu'il prononçait pesait lourd. Je ne devais pas entendre ça, mais je les ai entendus. Il m'a expliqué. 3 mois plus tôt, dans un restaurant d'affaires. Il accompagnait son nouveau patron. En attendant, il s'était installé à quelques tables de là. Et il a reconnu la voix. Celle d'Igor. Celle de Maxime. Avec eux, 2 hommes en costume. Des avocats. Ils ne parlaient pas d'un simple désaccord conjugal. Ils parlaient stratégie. Ils parlaient de mon divorce. Sergeï n'a pas enjolivé. Il m'a répété presque mot pour mot ce qu'il avait entendu. Il faut organiser les choses proprement. Elle ne doit pas apparaître comme copropriétaire. On minimise sa part. Minimizer. Ce mot m'a coupé le souffle. 42 ans de mariage. Minimizer. Puis il a ouvert la chemise cartonnée qu'il avait posée sur la table. Des copies. Des relevés. Des actes. Transfert vers des comptes à l'étranger. Création de nouvelles sociétés. Sociétés sans activité réelle. Sociétés qui devenaient propriétaires d'immeubles que je pensais encore à nous. Et mon nom? Despero. Là où il figurait autrefois à côté du sien, il n'y avait plus que lui. Ou lui et Maxime. Ou une société au nom anonyme. J'ai tourné les pages une à une. Appartement transféré. Bureau professionnel cédé. Maison secondaire passée sous une holding inconnue. Tout était légal en apparence. Tout était structuré. Tout était préparé. Il voulait que, devant le juge, vous sembliez extérieur à tout ça, m'a dit Sergeï doucement. Comme si vous n'aviez jamais participé à rien. Je n'avais peut-être jamais signé les contrats. Mais j'avais porté cette maison. Reçu les partenaires.
Élevé les enfants pendant qu'il bâtissait son empire. Soutenu ses décisions. Protégé son image. Et dans les documents, je n'existais plus. Effacé sans bruit. Le plus douloureux n'était pas l'argent. C'était la méthode. Le silence. L'organisation. La complicité. Mon mari. Mon fils. En train de transformer 40 ans de vie commune en dossier technique. Sergueï m'a regardé avec gravité. Je ne pouvais pas rester silencieux après tout ce que vous avez fait pour ma famille. Vous deviez savoir. À cet instant, je n'étais plus une épouse trompée. Je devenais une femme informée. Et ça changeait tout. Parce qu'on peut écraser quelqu'un dans l'ignorance. Mais une femme qui sait, ne se laisse plus effacer. Je pensais avoir déjà tout encaissé. Les transferts. Les sociétés écrans. La disparition méthodique de mon nom. Je croyais que le pire était là. Je me trompais. Sergueï a sorti une dernière feuille de la chemise. Il ne me l'a pas tendue immédiatement. Il a hésité. Puis il a posé doucement devant moi. Un acta de cessió. Une formalité notariale. En bas de la page, sous la mention « témoin ». Un nom que je connaissais mieux que le mien. Diana. Ma fille. Je suis restée immobile. Je relisais la signature comme si les lettres allaient changer d'ordre. Comme si ce n'était pas possible. Mais c'était bien son écriture. Sa façon de tracer le D. Sa boucle un peu trop appuyée sur le A. Elle était présente lors de plusieurs signatures, a expliqué Sergueï avec prudence. Pas comme partie prenante, mais comme témoin. Témoin. Donc elle savait. Un témoin n'est pas innocent. Un témoin confirme que tout se fait volontairement. Qu'il n'y a pas de contrainte. Qu'on comprend ce qu'on signe. Elle savait qu'un bien changeait de propriétaire. Elle savait que mon nom n'y figurait plus. Elle savait qu'un divorce se préparait. Et elle n'a rien dit. Je n'ai pas pleuré. La douleur était trop profonde pour devenir des larmes. Je me suis simplement demandé à quel moment ma fille a cessé de me voir comme sa mère. Pour me voir comme un obstacle? Sergueï parlait encore. Il expliquait que, selon les dates, elle avait assisté à plusieurs rendez-vous. Que son nom apparaissait dans différents dossiers. Mais ces mots arrivaient comme à travers de l'eau. Je revoyais Diana petite. Ses tresses mal faites. Ses dessins collés sur le frigo. Ses maman, regarde. Et cette même enfant, devenue adulte, signant au bas d'un document, qui me rayait d'une vie entière. Ce n'était pas seulement une trahison juridique. C'était une fracture familiale. Mon mari m'avait effacé. Mon fils avait accepté. Ma fille avait validé. Je comprenais enfin la phrase de Sergueï. La réponse est plus proche que vous ne le pensez. Le danger ne venait pas de l'extérieur. Il vivait à ma table. Il portait mon nom. Il m'appelait maman. Et ce jour-là, quelque chose en moi a changé. Je ne voulais plus comprendre. Je voulais voir clair. Et une femme qui ouvre les yeux ne redevient jamais celle qu'elle était avant. Je pensais que le pire était derrière moi. Les comptes. Les sociétés. La signature de ma fille. Mais Sergueï m'a regardé longuement et a dit « Il y a encore quelque chose que vous devez savoir. » Le nouveau chauffeur. Rustlin. Silencieux. Toujours trop discret. Toujours à sa place. Je ne lui avais jamais accordé d'attention. Pour moi, il était juste un employé de plus dans l'univers d'Igor. Je me trompais. Il n'est pas chauffeur, a dit Sergueï calmement. Il est détective privé. Officiellement employé comme conducteur. En réalité, il vous surveille. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Surveiller. Où je vais? Qui je vois? Combien de temps je reste? Ce que je fais. Tout documenté. Tout archivé. Tout exploité. Sergueï m'a expliqué comment il avait vérifié. Les allées et venues. Les passages réguliers devant une agence d'investigation privée. Les rendez-vous suspects. Et surtout, la manière dont Ruslan observait. Pas comme un chauffeur concentré sur la route. Comme quelqu'un qui analyse, mémorise, capture. Puis Sergueï a ajouté la partie la plus sordide.
Ils savent que vous m'aidez financièrement. Mon cœur s'est serré. S'il avait pu filmer nos rencontres, photographier les enveloppes, ils auraient construit une histoire. Une liaison. Une femme infidèle. Une épouse qui détourne l'argent du ménage pour son amant. Même si c'était faux. Même si c'était ignoble. Même si j'avais seulement aidé une famille en difficulté. En justice, une image suffit parfois à salir. Le plan était clair. Me discreditor moralement. Fragiliser ma position. Créer un doute. Une femme infidèle reçoit moins de compassion. Une femme soupçonnée dilapide moins crédible. Ainsi, au moment du divorce. Yesarais affaibli. Moins légitime. Moins digne. Moins dangereuse. Je suis restée silencieuse longtemps. Ce qui me frappait le plus n'était pas la surveillance. C'était l'intention. Ils avaient décidé d'utiliser ma bonté contre moi. Transformer un acte humain en faute. Transformer la gratitud en soapcon. Ce jour-là, devant Sergeï. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas tremblé. Je me suis redressée. S'il voulait jouer avec la vérité, alors moi aussi, j'allais entrer dans le jeu. Mais avec une différence. Je ne jouerais plus pour protéger les apparences. Je jouerais pour me protéger moi. Et ça change tout. Plus j'y pensais, plus le mécanisme devenait clair. Ce n'était pas seulement une surveillance. Ce n'était pas seulement un divorce préparé en secret. C'était une stratégie. Il ne voulait pas simplement réduire ma part. Il voulait salir mon image. Imaginons le scénario. Une femme de 67 ans, qui rencontre régulièrement un ancien chauffeur, qui lui remet de l'argent, des photos prises de loin, une vidéo sortie de son contexte, une enveloppe dans une voiture. Il ne faut pas grand-chose pour fabriquer un doute. Et en justice, le doute est une arme. Regardez, aurait-il dit. Elle entretient une relation. Elle détourne l'argent. Elle cache des choses. Peu importe que ce soit faux. Peu importe que ce soit une aide discrète à une famille en difficulté. Ce qui compte, c'est l'apparence. Et il comptait sur une chose. Que je me taise. Que je sois honteuse. Que je préfère me défendre en silence plutôt que de dévoiler la vérité. Je repensais à toutes ces années. 42 ans de fidélité. De loyauté. De patience. Et voilà qu'on préparait contre moi une histoire d'adultère inventée. Ce n'était pas seulement injuste. C'était calculé. Le plus douloureux n'était pas Igor. C'était que mon propre fils assistait à cette construction. Qu'il savait qu'on cherchait à me piéger. Qu'il appelait cela « protéger l'entreprise ». Je me suis regardée dans la vitre du café ce jour-là. Une femme aux cheveux clairs. Des rides au coin des yeux. Mais un regard différent. Il pensait que je serais blessée, confuse, vulnérable. Il ne s'attendait pas à ce que je devienne lucide. On peut inventer une histoire. On peut fabriquer des photos. On peut manipuler des mots. Mais on ne peut pas falsifier une conscience tranquille. Et ce jour-là, pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie droite. S'ils voulaient me salir, ils allaient devoir affronter quelque chose qu'ils n'avaient pas prévu. Une femme qui n'a plus peur de la vérité. Pendant longtemps, j'ai cru à la version officielle. Un vol à l'aéroport. Un téléphone déchargé. Un patron vexé. Une erreur impardonnable. C'était propre. Logique. Froid. Typique d'Igor. Mais la vérité était ailleurs. Serge n'a pas été renvoyé pour un retard. Il a été renvoyé parce qu'il avait vu trop de choses. Il conduisait Igor depuis presque 20 ans. Il connaissait ses horaires, ses habitudes, ses silences. Il savait quand une « réunion tardive » n'était pas une réunion. Au début, il n'a rien dit. Il pensait que ce n'était pas son rôle. Puis il a compris. Les hôtels. Toujours les mêmes quartiers. Toujours les mêmes excuses. Rendez-vous important. Client étranger. Negotiation confidentielle. 2 heures. Parfois 3. Un chauffeur attend longtemps. Il observe. Il rechente. Un soir, Serge est entré dans le hall pour prendre un café. Et il l'a vu. Igor.
Pas seule. Une femme, Elegante. plus jeune, qui riait en posant sa main sur son bras. Ils sont montés ensemble dans l'ascenseur. Pas de dossier. Pas d'ordinateur. Pas de client. Ce n'était pas une fois. C'était une habitude. Des mois. Presque 2 ans. Sous couvert de déplacements professionnels. Serge ne m'a rien dit à l'époque. Il respectait ma place. Il respectait ma dignité. Mais Igor, lui, a compris. Il a senti que Serge savait. Et un homme comme Igor ne garde pas près de lui quelqu'un qui détient une vérité dangereuse. Alors l'histoire de l'aéroport est arrivée. Un prétexte parfait. Une faute officielle. Une sortie rapide. Sans indemnité. Sans recommandation. Quand Serge m'a raconté tout cela, je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je me suis simplement demandé depuis combien de temps je vivais à côté d'un homme qui menait une double vie, pendant que moi je défendais son image. Le plus ironique, il me traitait d'ingénue, de blonde qui ne comprend pas le monde réel. Mais le monde réel, je le découvrais enfin. Et il était beaucoup plus sale que je ne l'avais imaginé. Ce jour-là, quelque chose s'est définitivement brisé. Pas seulement le mariage. L'illusion. Il y a un moment précis où la douleur cesse d'être une blessure et devient une frontière. Pour moi, ce moment-là est arrivé après les révélations de Serge. Les hôtels, les comptes, les sociétés écrans, la signature de ma propre fille, le détective chargé de me surveiller. Tout était clair. Ce n'était plus un doute. Ce n'était plus une intuition. C'était une stratégie. Et dans cette stratégie, je n'étais pas une épouse. Je n'étais pas une mère. Je n'étais qu'un obstacle à contourner. Je me suis regardée dans le miroir ce soir-là. 67 ans. 42 ans de mariage. Une vie entière à arranger les angles pour que tout paraisse stable. Et pourquoi ? Pour être effacé proprement, comme une signature qu'on remplace. Pendant des années, j'ai cru que le silence protégeait la paix. Qu'une femme digne ne crée pas de scandale. Qu'il fallait comprendre, pardonner, patienter. Mais le silence ne protège pas. Il autorise. Il permet aux autres d'avancer sans résistance. De décider à votre place. De réécrire votre histoire. Ce soir-là, j'ai compris une chose simple. Si je me tais encore, je deviens complice. Je ne voulais pas me venger. Je ne voulais pas humilier. Je voulais exister. Legalement. Humanement. Clair et net. Je me suis assise à la table de la cuisine, seule. La maison était silencieuse. Igor dans son bureau. Mon fils quelque part entre loyauté et ambition. Ma fille entre peur et dépendance. Et moi, pour la première fois, je ne me sentais plus faible. Je me sentais zide. Le lendemain, j'ai appelé l'avocate. Pas en tremblant. Pas en demandant conseil. En annoncant. Je veux me défendre. Ces 4 mots ont changé la direction de ma vie. Je ne crierai pas. Je ne supplierai pas. Je ne m'en dirai pas une part. Je réclamerai ce qui m'appartient. Et s'ils veulent transformer cette séparation en guerre, ils découvriront que la femme silencieuse n'existe plus. Il reste une chose. Moi. Le cabinet de Tatiana ne ressemblait pas au bureau luxueux que fréquentait Igor. Pas de marbre, pas de réception ostentatoire. Juste un couloir sobre, une plaque discrète sur la porte, une odeur de café et de papier. Elle m'a ouvert elle-même. Regard direct. Poignée de main ferme. Aucune pitié dans les yeux, et c'est exactement ce dont j'avais besoin. Asseyez-vous. Montrez-moi ce que vous avez. Je lui ai tendu la chemise que Serge m'avait donnée. Mes mains tremblaient encore un peu, mais ma voix, elle, était stable. Elle a feuilleté longtemps, sans commentaires inutiles. Parfois un léger hochement de tête. Parfois une note écrite à la marge. Puis elle a relevé les yeux vers moi. Votre mari vous a sous-estimé. Ce n'était pas une consolation. C'était un diagnostic. Elle a étalé les documents sur la table. Regardez ici. Avant, copropriété. Après, société intermédiaire. Avant, vous et lui. Après,
Lui seul. Ou lui et votre fils. Les biens immobiliers déplacés vers des structures satellites. Des comptes transférés à l'étranger. Des signatures retirées progressivement. Des sociétés créées puis fusionnées. C'est méthodique, a-t-elle dit calmement. Ce n'est pas improvisé. C'est préparé. Chaque opération semblait anodine isolément. Mais ensemble, elles formaient un système. Un démantèlement progressif. Comme si on retirait pierre après pierre les fondations d'une maison, en laissant la façade intacte pour que personne ne remarque. Elle m'a expliqué le mécanisme. 1. Création de sociétés écrans. 2. Transfert de biens vers ces entités. 3. Modification des statuts pour exclure toute référence à mon nom. 4. Déplacement des liquidités vers des comptes étrangers. 5. Préparation d'un divorce propre avec un patrimoine officiellement réduit. Le but est simple, a-t-elle conclu. Vous présenter comme dépendante financièrement et peu impliquée. Réduire votre part. Vous faire accepter un accord raisonnable. Reasonable. Le mot m'a brûlé. Bonne nouvelle, a-t-elle ajouté. Ils ont été trop confiants. Certaines dates coïncidaient. Certains transferts étaient trop rapprochés du projet de divorce. Certaines signatures trahissaient l'intention. Un juge n'aime pas qu'on manipule les règles. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Mais il faut agir vite. Et intelligemment. Je lui ai parlé du détective. Des hôtels. Du restaurant. Dessert. Elle a tout noté. Ils construisent une narration contre vous. Nous allons construire des faits contre eux. Pas d'émotion. Pas de colère. Stratégie. Pour la première fois depuis longtemps, je n'étais plus une femme trahie. J'étais une partie dans une procédure. Et j'avais une alliée. En sortant du cabinet, je n'étais pas rassurée. Mais je n'étais plus désarmée. Je comprenais enfin la structure invisible qui se dressait contre moi. Et surtout, je savais maintenant où frapper. Comment. Legalement. Irreversiblement. Je n'ai pas agi dans la colère. Je n'ai rien annoncé. Je n'ai confronté personne. Avec Tatiana, nous avons établi un plan précis. Froid. Structure. Imparable. 1. Gel stratégique des informations. Avant toute action visible. Copie certifiée de tous les documents obtenus. Sauvegarde numérique sur plusieurs supports. Archivage sécurisé hors du domicile. Chronologie complète des transferts et signatures. On ne gagne pas une guerre en révélant ses cartes trop tôt, m'a dit Tatiana. 2. Surveillance des flux financiers. Nous avons demandé des relevés bancaires détaillés sur plusieurs années. Identifié les sociétés écrans liées indirectement à Igor. Et vérifier les bénéficiaires réels des structures. Signaler les mouvements suspects à notre expert comptable judiciaire. Chaque transaction racontait une histoire. Et cette histoire parlait de dissimulation. 3. Préparation d'une action conservatoire. Avant même de parler divorce. Demande de gel préventif de certains comptes. Notification discrète aux banques concernées. Préparation d'une requête pour empêcher toute cession supplémentaire d'actifs. S'il comprend que vous savez, il pourrait accélérer, m'a-t-elle expliqué. Il faut l'empêcher de bouger avant qu'il ne panique. 4. Protection personnel. Tatiana insist. Séparer immédiatement mes comptes personnels. Changer mes accès numériques. Sécuriser mes documents d'identité et titres de propriété. Prévenir un notaire de confiance. Ce n'était plus seulement une question d'argent. C'était une question de contrôle. 5. Stratégie en cas d'attaque. Parce qu'ils avaient prévu de me discréditer. Dossier complet sur le détective privé. Preuve des hôtels et des rencontres. Temoignaje potentiel de Serge. Chronologie des tentatives de manipulation. S'ils attaquent votre réputation, nous répondons par des faits. Toujours par des faits. 6. Anticipation du divorce. Nous avons préparé une demande officielle basée sur la dissimulation d'actifs, une expertise judiciaire indépendante et une réévaluation complète du patrimoine réel.
et une contestation immédiate de tout accord déséquilibré. Tatiana a posé son stylo. Il pense vous pousser vers une sortie rapide et silencieuse. C'est lui qui va devoir s'expliquer. Je suis rentrée chez moi ce soir-là sans rien montrer. Même voix, même geste, même silence. Mais quelque chose avait changé. Je n'étais plus en train de découvrir une trahison. J'étais en train d'organiser ma protection. Et pour la première fois depuis des semaines. La peur avait changé de camp. Le soir où tout a commencé à s'effondrer. Il n'a pas crié. Il n'a pas frappé la table. Il a simplement parlé avec cette voix froide que je ne lui connaissais pas. Maxime s'est appuyé contre le dossier de la chaise, les bras croisés, comme s'il récitait quelque chose appris par cœur. « Tu dramatises. Papa disait toujours que les femmes voient des complots partout. » Son père. Un homme pour qui l'argent était pouvoir. Pour qui le mariage était un contrat d'utilité. Pour qui une épouse devait être reconnaissante d'être entretenue. Je l'avais déjà entendu, ces phrases-là. Autour d'un barbecue. À Noël. Entre 2 verres de vin. Mais jamais dans la bouche de mon propre mari. Maxime continue. Tu n'as jamais vraiment travaillé. C'est moi qui ai tout construit ici. La phrase est tombée comme une gifle. Pas violente. Précise. Je l'ai regardée longtemps. Jamais travaillé? Les nuits passées à soutenir son entreprise au début. Les dîners organisés pour ses partenaires. Les contacts que j'avais activés. Les enfants élevés pendant qu'il construisait. Invisible ne veut pas dire inexistant. Mais pour lui, ce qui ne génère pas un virement bancaire direct ne compte pas. Il a répété, plus assuré. Sans moi, tu n'aurais rien. Il faut être réaliste. À cet instant, j'ai compris quelque chose de fondamental. Ce n'était pas seulement une question d'argent. Ce n'était même plus une question de trahison. C'était une question de regard. Il ne me voyait plus comme une partenaire. Il me voyait comme une dépendance. Et c'est précisément là qu'il s'est trompé. Parce que pendant qu'il répétait les certitudes de son père, moi, je préparais silencieusement la fin de cette illusion. Ce n'est pas moi qui ai élevé la voix. Ce n'est pas moi qui ai menacé. C'est le silence qui l'a fait vaciller. Quand il a terminé son discours, « Tu n'as jamais travaillé, sans moi tu n'aurais rien. J'ai simplement ouvert mon dossier. » Un geste calme, presque administratif. Il a d'abord souri, sûr de lui. Ce sourire condescendant de quelqu'un qui pense maîtriser la situation. Puis il a vu les copies, les relevés, les transferts vers des sociétés écrans, les mets imprimés, les dates entourées en rouge. Son regard a changé. Pas brutalement. Settlement. Il a cessé de s'appuyer en arrière. Son dos s'est redressé. Ses mains ont quitté les accoudoirs. C'est quoi, ça? Il essayait encore de garder le contrôle dans la voix. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je l'ai laissé lire. Là, j'ai vu la première vraie fissure. Pas de colère. Pas encore. Mais une micro-hésitation. Un clignement d'yeux trop rapide. Une respiration plus courte. Il comprenait que je savais. Et surtout, que je ne parlais pas au hasard. Son ton a changé. Tu fouilles dans mes affaires maintenant? Ce n'était plus une attaque. C'était une défense. Il venait de passer de la position dominante à la position justificative. C'est là que j'ai compris que l'équilibre venait de basculer. Pas totalement. Pas encore. Mais pour la première fois depuis longtemps, ce n'était plus moi qui me justifiais. C'était lui. Ce soir-là, il n'est pas venu seul. Son père était assis dans le salon, comme s'il avait toujours vécu là. Silencieux. Immobile. Les mains croisées sur sa canne. C'est lui qui a parlé le premier. Dans une famille, on ne se tire pas dans le dos. Pas un cri. Pas une menace ouverte. Juste cette phrase lourde, presque solennelle. Puis la vraie pression est arrivée. Soit tu es avec ton mari, soit tu es contre ta propre famille. Le mot famille était utilisé comme une arme. Maxime ne disait presque rien. Il laissait son père mener l'attaque, comme s'il s'agissait d'un procès déjà préparé. Sur la table, un dossier. Encore des documents. Encore des pages à signer.
Ce sont juste des formalités, a dit le père calmement. Pour protéger les actifs. Pour éviter les complications fiscales. Je n'ai pas touché le stylo. Je les ai regardés. Et j'ai vu ce que je n'avais jamais voulu voir. Ce n'était pas seulement Maxime. C'était un système. Des décisions prises sans moi. Des montages financiers structurés. Des sociétés créées au nom de proches. Des transferts vers des comptes que je n'avais jamais vus. Et tout en bas de certaines pages. Une signature. La mienne. Ou plutôt, une imitation. Une copie scannée. Replace. Utilize. Mon nom noir sur blanc, au bas de transactions que je n'avais jamais validées. Le père a poussé le dossier vers moi. Tu vois, tout est légal. Légal, peut-être. Mais pas honnête. C'est à ce moment précis que j'ai compris une chose essentielle. Il ne cherchait pas mon accord. Il cherchait ma soumission. Et cette fois, je n'ai pas baissé les yeux. Je ne signerai rien. Silence. Un silence plus lourd que toutes leurs phrases. Le père s'est levé lentement. Réfléchis bien, a-t-il dit. On ne sort pas indemne d'une guerre contre sa propre famille. Je l'ai regardé partir sans répondre. Parce que la guerre, en réalité, avait commencé bien avant ce soir-là. Et eux venaient seulement de comprendre que je n'étais plus prête à perdre. La nuit suivante, je n'ai presque pas dormi. Pas à cause de la peur. Pas à cause de la colère. À cause d'une question qui revenait sans cesse. Est-ce que je pourrais un jour pardonner ? On parle beaucoup du pardon. On le présente comme une preuve de grandeur. Comme une étape obligatoire pour avancer. Mais personne ne dit qu'avant de pardonner, il faut comprendre ce qu'on pardonne. Est-ce qu'on pardonne une erreur ? Une faiblesse ? Un moment d'égarement ? Ou est-ce qu'on pardonne une stratégie ? Un plan construit dans le dos ? Des signatures falsifiées ? Des années de manipulation ? Le pardon n'est pas l'oubli. Et ce n'est pas l'effacement des conséquences. Je me suis posé la question honnêtement. Si Maxime venait. S'il disait « je regrette ». S'il baissait enfin la tête. Est-ce que cela changerait les faits ? Non. Le problème n'était pas seulement la trahison. C'était le mépris. Le fait d'avoir pensé que je ne comprendrais rien. Que je ne verrais rien. Que je resterais silencieuse. Le pardon, j'ai compris ce soir-là, n'est pas une faveur qu'on offre à l'autre. C'est une décision qu'on prend pour soi. Et moi, je ne voulais pas pardonner pour faire la paix avec eux. Je voulais d'abord faire la paix avec moi-même. Je ne nourris plus de haine. Je ne cherche plus à blesser. Mais pardonner ne veut pas dire laisser revenir, ni redonner accès, ni effacer les limites. Le vrai pardon, parfois, c'est accepter que la relation telle qu'on la connaissait est terminée, et continuer à avancer, sans rancune, mais sans naïveté. Ce soir-là, j'ai compris que je pouvais vivre sans colère. Mais je pouvais aussi vivre sans eux. Le soir même, je l'ai attendu dans le salon. Pas dans la cuisine. Pas dans la chambre. Dans le salon. Quand Igor est entré, il a tout de suite senti que quelque chose avait changé. Je ne baissais plus les yeux. Je ne détournais plus la conversation. Il a posé sa veste, m'a regardé et a dit, presque agacé. On réglera ça avec les avocats. Je me suis levée lentement. Non. Avant les avocats, il y a la vérité. Il a plissé les yeux. De quoi tu parles ? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je sais pour les comptes à l'étranger. Je sais pour les sociétés écrans. Je sais comment mon nom a disparu des documents. Je sais pour le détective que tu as engagé pour me suivre. Et je sais pour les hôtels. Le silence est tombé brutalement. Son visage s'est figé. Pas de surprise. Pas d'indignation. Un calcul. Qui t'a raconté ça ? A-t-il demandé d'une voix basse. Ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est que j'ai les preuves. Pour la première fois depuis longtemps, il ne me regardait plus avec condescendance. Il me regardait comme une adversaire. Il s'est approché. Tu ne comprends pas dans quoi tu t'embarques, a-t-il dit froidement. Si tu décides de faire scandale, je peux te détruire. Je peux faire de toi une femme ingrate, instable, manipulée par un ancien employé rancunier.
Il parlait calmement. C'était ça, le plus glaçant. Je peux faire croire que tu dilapides l'argent, que tu as une liaison, que tu n'as jamais participé à rien. Je l'ai laissé finir. Puis j'ai répondu, sans élever la voix. Essaie. Il a marqué une pause. Je me suis approchée à mon tour. Essaie de raconter que tu as préparé ton divorce pendant des mois, que tu as déplacé des actifs en secret, que tu as engagé un détective pour fabriquer un adultère, et que pendant ce temps, tu fréquentais une autre femme. Sa mâchoire s'est crispée. Tu veux me faire tomber? Non. Je veux ce qui m'appartient. Je n'avais plus peur. Je l'ai senti à cet instant précis. Il ne contrôlait plus la situation. Il ne contrôlait plus le récit. Je parlerai aux meilleurs avocats, a-t-il lancé. Moi aussi. Il m'a fixé longtemps. Il cherchait encore la faille. La peur. La faille blessée. Mais il n'y en avait plus. Tu fais une erreur, a-t-il murmuré. Je l'ai regardé calmement. Non. L'erreur, c'était de penser que je resterais silencieuse. Et à cet instant, il a compris. Ce n'était plus sa blonde. Ce n'était plus la femme décorative. C'était quelqu'un qui savait. Et qui n'avait plus rien à perdre. Je n'ai pas pris cette décision dans un élan de colère. Ce n'était pas une fuite. C'était un choix. Après notre confrontation, la maison me paraissait différente. Les murs étaient les mêmes. Les meubles aussi. Mais l'air était devenu irrespirable. Chaque pièce portait un mensonge. Chaque objet me rappelait que pendant des mois, peut-être des années, il préparait ma disparition juridique sous ce même toit. Je suis montée dans la chambre. J'ai ouvert l'armoire. Je ne pleurais pas. Je ne tremblais pas. Hierful ci sais. Rester ici, en attendant le tribunal, aurait été plus simple, plus confortable, plus raisonnable. Mais rester aurait signifié accepter encore une fois de vivre sous son contrôle. Même en plein divorce. J'ai sorti une valise. Pas toutes mes affaires. Juste l'essentiel. Quelques vêtements. Mes documents. Mes bijoux personnels. Et une seule photo, celle de mes enfants petits, assis sur le tapis, riant ensemble. Pas le mariage. Pas les anniversaires mondains. Pas les dîners d'apparat. Juste eux avant que l'argent et les calculs n'entrent dans l'équation. Quand je suis descendue avec la valise, Igor était dans le hall. Il m'a regardé, surpris. « Tu vas où ?» Je pars. Ne sois pas ridicule. Attends la décision du tribunal. Je l'ai regardé calmement. Je ne passerai pas une nuit de plus dans une maison où l'on a organisé ma disparition. Il a voulu répondre, mais aucun argument ne sonnait juste. Parce qu'il savait que j'avais raison. Ce n'était plus un foyer. C'était une scène de stratégie. J'ai ouvert la porte moi-même. Pas de cris. Pas de drame. Juste un départ silencieux. Dehors, l'air était froid. Mais pour la première fois depuis longtemps, je respirais profondément. Quand le taxi est arrivé, j'ai posé la valise dans le coffre. Le chauffeur a demandé « Où allons-nous ?» J'ai donné l'adresse d'un petit hôtel en centre-ville. Rien de luxueux, rien d'impressionnant. Mais c'était un endroit choisi par moi. Quand la voiture s'est éloignée, je n'ai pas regardé en arrière. 42 ans dans cette maison. Et pourtant, en partant, je n'ai pas ressenti la fin. J'ai ressenti le début. Pas celui d'une vie facile, mais celui d'une vie qui m'appartenait enfin. Quand j'ai ouvert la valise, je n'ai pas ressenti de panique. Seulement une lucidité froide. Je ne prenais pas ma vie entière. Je choisissais ce qui comptait vraiment. Quelques vêtements. Des papiers importants. Une petite boîte avec des bijoux qui avaient une histoire, pas forcément une grande valeur. Puis mon regard est tombé sur les cadres posés sur la commode. Notre mariage. Les anniversaires. Les photos officielles, sourire parfait, famille impeccable. Je les ai laissés. À la place, j'ai pris une vieille photo presque oubliée. Maxime et Diana enfants, assis par terre, les joues rouges de rire, enlacés sans calcul, sans peur, sans stratégie. Avant l'argent. Avant le pouvoir. Avant les choix. Je l'ai glissée doucement dans la valise. Parce que cette photo représentait la seule vérité intacte de toutes ces années.
En descendant l'escalier, j'ai regardé la maison une dernière fois. Tout était beau. Les murs impeccables. Les lumières douces. Les meubles choisis avec goût. Pour les invités, c'était un rêve. Un simbolo de réussite. Pour moi, c'était devenu autre chose. Une prison élégante. On ne m'y enfermait pas avec des barreaux. On m'y enfermait avec le confort. Avec le statut. Avec la peur de tout perdre. Pendant 40 ans, j'avais joué le rôle parfait. Épouse irréprochable. Hostess impeccable. Silencieuse quand il fallait se taire. Et pendant que je décorais les murs, on effaçait mon nom des contrats. Cette maison n'était plus un foyer. C'était un décor. Un endroit où je respirais à moitié. Où je souriais à moitié. Où j'existais à moitié. Quand j'ai posé la valise près de la porte, j'ai compris une chose très simple. On peut vivre dans le luxe. Et être enfermé. On peut tout avoir. Et ne rien posséder de vraiment essentiel, le respect. En franchissant le seuil, je n'ai pas quitté seulement une maison. J'ai quitté une cage dorée. Et pour la première fois depuis des années, même si j'avais peur, je me suis sentie libre. Quand la porte de la chambre s'est refermée derrière moi, le silence n'avait rien à voir avec celui de l'ancienne maison. Là-bas, le silence était lourd. Chargé de non-dits, de regards évités, de calculs. Ici, il était neutre. Presque propre. Je me suis assise au bord du lit, la valise encore fermée. Petite chambre. Mur clair. Fenêtre ordinaire. Rien d'impressionnant. Et pourtant, c'était la première pièce depuis 42 ans où je n'étais la femme de personne. Pas l'épouse d'un homme puissant. Pas la mère qu'on consulte en dernier. Pas la figurante élégante d'un mariage déjà mort. Juste moi. Le téléphone a vibré dans ma main. Un message d'Igor. Court. Sec. Où es-tu? Avant, j'aurais répondu immédiatement. Pour rassurer. Pour éviter un conflit. Cette fois, je l'ai posé face contre la table. Je n'avais plus à me justifier. Ce n'était pas une fugue. Ce n'était pas une scène. C'était un choix. Et dans ce choix, il y avait une ligne invisible que je venais de franchir. On peut encore revenir quand on menace de partir. On peut encore négocier quand on hésite. On peut encore se convaincre que ce n'est pas si grave. Mais quand on dort ailleurs, pour de vrai, quand on pose sa tête sur un oreiller qui ne connaît pas son passé, quand on comprend que demain on ne rentrera pas dans la même routine, alors quelque chose se casse définitivement. Ce soir-là, à l'hôtel, j'ai compris que ce n'était pas une séparation provisoire. C'était un point de non-retour. Je n'étais plus en train de réagir. Je commençais à agir. La peur était là. La tristesse aussi. Mais sous tout ça, il y avait une chose plus forte. La certitude que je ne pouvais plus vivre à moitié. Cette chambre modeste n'était pas un refuge. C'était une frontière. Et je venais de la traverser. Le jour de l'audience, la salle du tribunal était froide, presque impersonnelle. Pour les autres, ce n'était qu'un dossier de plus. Pour moi, c'était 42 ans de vie posés sur une table. Serge a été appelé à la barre. Il ne cherchait pas à se venger. Il ne parlait ni avec colère ni avec triomphe. Seulement avec calme. Il a raconté son licenciement brutal. Le prétexte de l'aéroport. Puis la vraie raison. Les hôtels. Les rendez-vous répétés. Les dates qu'il avait notées. Il a expliqué comment il avait entendu, par hasard, cette conversation au restaurant. Le divorce planifié. La stratégie pour réduire ma part. Les comptes déplacés. Les sociétés écrans. Il n'a pas dramatisé. Il a décrit. Et c'est souvent plus puissant. Dans la salle, j'ai senti le regard d'Igor se durcir. Mais pour la première fois, ce n'était plus moi qui étais exposé. C'était lui. Puis Diane s'est avancée. Elle était pâle, mais droite. Sa voix tremblait au début, puis elle s'est stabilisée. Elle a reconnu avoir signé certains documents. Oui, elle savait qu'il s'agissait de transfert d'actifs. Oui, son père lui avait demandé de choisir un camp. Oui, elle avait obéi par peur de perdre sa place dans la famille. Le mot famille a résonné étrangement.
Elle a dit aussi qu'elle regrettait, qu'elle n'avait pas mesuré la portée réelle de ses actes, qu'elle comprenait maintenant que le silence peut être une forme de trahison. Ce n'était pas une scène dramatique. Pas de cris, pas de larmes théâtrales. Juste la vérité. Et parfois, la vérité suffit à faire basculer l'équilibre. En les écoutant, j'ai compris quelque chose d'essentiel. Ce n'était plus moi qui devais me défendre. C'était eux qui devaient expliquer. Et pour la première fois depuis longtemps, je ne me suis pas sentie faible. Je me suis sentie droite. Le jour du verdict, je n'ai presque rien ressenti au début. Ni souligmente éclatante, ni joye. Seulement une respiration longue, retenue depuis des mois. Le juge a été clair. 42 ans de mariage ne pouvaient pas être effacés par des montages juridiques. Les transferts d'actifs ont été examinés. Les sociétés écrans analysées. Les mouvements vers l'étranger questionnés. Le tribunal a retenu la tentative de dissimulation. Je n'ai pas tout gagné. Je n'avais jamais voulu tout prendre. Mais j'ai obtenu une part juste. Une part réelle. Une part reconnue. Des biens immobiliers. Une compensation financière solide. Des garanties écrites. Pas une faveur. Un droit. Quand la décision a été prononcée, Igor est resté immobile. Ses avocats ont échangé des regards rapides. Le masque d'assurance qu'il portait depuis le début s'est fissuré. Pour la première fois, il n'était plus celui qui contrôlait la situation. Les conséquences ne se sont pas arrêtées au tribunal. Dans son milieu professionnel, la nouvelle a circulé. Pas dans les journaux, mais dans les cercles où la réputation compte plus que les discours. On a commencé à parler. De transferts étranges. De divorce conflictuel. De stratégies un peu trop agressives. Dans le monde des affaires, la confiance est une monnaie. Et une fois entamée, elle ne revient jamais complètement. Certains partenaires ont pris leur distance. Quelques négociations ont été suspendues. Son image d'homme sûr de lui, infaillible, a perdu son éclat. Il n'a pas été détruit. Mais il n'était plus intouchable. Et c'était peut-être cela, la vraie bascule. Pas la vengeance. Pas l'humiliation. L'équilibre. Pendant des années, j'avais vécu dans son ombre. Après le jugement, je n'étais plus la femme d'eux. J'étais une personne reconnue par la loi. Et surtout, par moi-même. Quand je suis sortie du tribunal ce jour-là, l'air semblait différent. Plus léger. Je n'avais pas gagné contre lui. J'avais simplement cessé de perdre contre moi-même. Mon nouvel appartement n'avait rien d'impressionnant. Pas de portail automatique. Pas de marbre à l'entrée. Pas de jardin parfaitement taillé. Juste un immeuble ordinaire, dans un quartier calme. Un ascenseur un peu lent. Des voisins qu'on croise avec des sacs de courses et des enfants à la main. Pour certains, c'était un déclassement. Pour moi, c'était une respiration. 2 pièces. Une cuisine simple. Un balcon étroit d'où l'on voit les fenêtres d'en face, avec leurs rideaux différents, leurs lampes allumées le soir. La première chose que j'ai faite, c'est choisir moi-même les couleurs. Personne ne m'a dit. Ce n'est pas assez élégant. Ce n'est pas à notre niveau. Ça ne correspond pas à notre image. J'ai choisi des tons chauds. Un jaune doux dans le salon. Un bleu profond dans la chambre. Je voulais un endroit vivant. Pas un décor. Chaque meuble a été choisi lentement. Un canapé confortable, pas statutaire. Une table en bois clair, pas massive et intimidante. Des rideaux légers qui laissent passer la lumière. Ce n'était pas un grand espace. Mais c'était le mien. La première nuit, je me suis assise sur le sol, le dos contre le mur, au milieu des cartons. Il n'y avait presque rien encore. Mais je me suis sentie étrangement en sécurité. Ce n'était plus une maison imposante. C'était un point de départ. Quelques jours plus tard, j'ai ouvert un vieux carton que je n'avais pas touché depuis des années. À l'intérieur, mes anciennes boîtes de peinture. Des tubes presque secs. Des pinceaux un peu durcis. Un carnet avec des esquisses d'une autre époque. Avant le mariage, je dessinais. Je passais des heures à mélanger les couleurs, à observer la lumière sur les visages, sur les arbres.
Puis la vie importante avait commencé. Et la peinture était devenue un souvenir. Je me suis surprise à sourire. 40 ans d'oubli. Et pourtant, en ouvrant ce carton, mes mains savaient encore quoi faire. J'ai acheté un nouveau chevalet. Des toiles blanches. Des pinceaux neufs. La première fois que j'ai posé la couleur sur la toile, ma main tremblait. Pas parce que je doutais de mon talent. Je n'ai jamais cherché à être une grande artiste. Mais parce que c'était la première chose que je faisais uniquement pour moi. Sans justification. Sans utilité sociale. Sans bénéfice stratégique. Juste par envie. Les premières toiles étaient maladroites. Les traits hésitants. Les couleurs parfois trop fortes. Mais chaque soir, je revenais devant le chevalet. Je peignais des ciels. Des horizons. Des fenêtres ouvertes. Un jour, en reculant de quelques pas, j'ai regardé ce que j'avais fait. Ce n'était pas un chef-d'œuvre. C'était une preuve. La preuve que je pouvais encore créer. Que je n'étais pas terminée. Que la vie ne s'arrête pas à 67 ans. Dans mon ancien monde, on parlait d'investissement, de rendement, de patrimoine. Dans ce petit salon, face à ma toile, je redécouvrais autre chose. La liberté silencieuse de faire quelque chose qui ne sert à rien. Sinon à vous rappeler que vous êtes vivante. Je n'avais pas prévu de devenir bénévole. Au début, je voulais simplement occuper mes journées. Remplir les heures qui, autrefois, étaient rythmées par les habitudes d'une vie que je n'avais plus. C'est dans une petite association de quartier que tout a commencé. Un centre d'accueil pour femmes en difficulté. Rien de spectaculaire. Pas de grande campagne, pas de projecteur. Juste une salle avec des tables, une bouilloire, des dossiers administratifs. Et des histoires. La première fois que j'y suis allée, je me suis sentie étrangère. Qui étais-je pour aider qui que ce soit? Je venais moi-même de traverser une tempête. On m'a confié des choses simples. Préparer du thé, classer des papiers, accompagner certaines femmes à des rendez-vous administratifs. Mais très vite, j'ai compris que ma présence comptait plus que mes gestes. Certaines venaient pour des violences. D'autres pour des divorces difficiles. D'autres encore parce qu'elles ne savaient plus où aller. Je ne donnais pas de leçons. Je ne racontais pas tout de suite mon histoire. Je m'asseyais. J'écoutais. Et parfois, au milieu d'un récit brisé, je disais simplement « Moi aussi, j'ai dû recommencer ». Il y avait dans leurs yeux un éclair particulier à ce moment-là. Pas de pitié. Pas d'admiration. De l'aricanescence. Comme si, d'un coup, elles comprenaient qu'on peut survivre à l'effondrement d'une vie entière. Un après-midi, une femme plus jeune que moi m'a regardé longuement et m'a demandé « Comment vous avez fait pour ne pas vous détester après tout ça ?» La question m'a surprise. Je n'avais jamais formulé les choses ainsi. Mais c'était vrai. Pendant des années, je m'étais oubliée. FSC. Rendue petite pour que les autres se sentent grands. Et au lieu de me mettre en colère contre moi-même, j'avais choisi d'apprendre. Apprendre que la douceur n'est pas une faiblesse. Que la loyauté ne doit pas être aveugle. Que se taire trop longtemps finit par vous dissoudre. Au fil des semaines, quelque chose a changé en moi. Ce n'était pas spectaculaire. Pas une renaissance théâtrale. Plutôt un dégel. Comme si une couche de glace, accumulée pendant des décennies, commençait lentement à fondre. Je me surprenais à rire plus facilement. À marcher plus droite. À parler sans baisser les yeux. Aider ces femmes ne me faisait pas oublier ma douleur. Mais cela la transformait. Elle n'était plus seulement une blessure. Elle devenait une expérience. Une force tranquille. Un soir, en fermant le centre, l'une des responsables m'a dit « Vous savez, vous apportez quelque chose de rare ici. » « Quoi donc ?» ai-je demandé. Elle a souri. Du calme. Je suis rentrée chez moi ce soir-là avec cette phrase dans le cœur. Pendant 40 ans, j'avais essayé d'être parfaite. Elegante. Discrète. Utile. Aujourd'hui, j'étais simplement présente. Et pour la première fois depuis longtemps, je ne me sentais plus vide. Avec Maxime, rien n'a été simple. Après le procès, il est venu plusieurs fois me voir. Toujours avec cette retenue. Toujours avec les mots qu'on prépare à l'avance. Il s'asseyait face à moi,
le dos droit, les mains jointes, comme un élève convoqué chez le proviseur. Mama nie regrette. On peut tourner la page. La vie est trop courte. Je l'écoutais. Je voyais qu'il souffrait. Je voyais aussi qu'il ne comprenait pas encore tout. Ce qui s'était brisé entre nous n'était pas une simple dispute. Ce n'était pas une parole malheureuse. C'était une alliance silencieuse contre moi. Des réunions, des signatures, des décisions prises sans que je sache. Des regards évités pendant des mois. L'amour maternel ne disparaît pas. Il ne s'éteint pas comme une lampe. Mais la confiance, elle, peut se fissurer. Je lui ai dit un jour, calmement. Je t'aimerai toujours. Ça, personne ne peut l'effacer. Mais l'amour ne supprime pas les conséquences. Ce que vous avez fait a existé. Il a baissé les yeux. Je n'ai pas fermé la porte. Je ne l'ai pas rejeté. Nous parlons. Nous nous voyons parfois. Nous avançons. Mais lentement. Comme deux personnes qui doivent réapprendre à marcher sur un sol fragile. Je ne force rien. Je ne supplie pas. S'il veut reconstruire, il devra le faire par des actes. Pas seulement par des excuses. Avec Diana, le chemin a été différent. Elle n'est pas venue avec des phrases bien construites. Elle est venue avec des larmes. Mais pas seulement des larmes. Des décisions. Elle a reconnu son erreur. Elle a admis qu'elle avait signé par peur. Peur de perdre la protection de son père. Peur d'être exclue à son tour. Elle m'a dit un jour, « Maman, je me suis comportée comme si je devais choisir entre survivre et être juste. Et j'ai choisi survivre. » Cette phrase m'a touchée. Parce qu'elle était vraie. Elle ne cherchait plus à se justifier. Elle cherchait à comprendre. Elle a coupé les liens professionnels avec son père. Elle a refusé de participer à d'autres manœuvres. Elle a accepté de témoigner. Pas pour me faire plaisir, mais parce qu'elle ne voulait plus vivre avec ce poids. Nous avons commencé à nous parler autrement. Plus comme une mère qui conseille et une fille qui obéit. Mais comme deux femmes qui apprennent à se regarder sans masque. Nous avons évoqué le passé. Nos silêncios. Mes propres erreurs. Je lui ai dit que le pardon n'est pas un bouton qu'on actionne. C'est un chemin. Et que je ne pouvais pas promettre d'y arriver immédiatement. Mais que je voyais ses efforts. Et que cela comptait. Aujourd'hui, avec elle, il y a quelque chose de nouveau. Pas l'innocence d'avant. Pas la naïveté. Quelque chose de plus adulte. Elle vient souvent avec les enfants. On cuisine. On parle longtemps. Parfois, on rit comme avant. Avec Maxime, la distance existe encore. Avec Diana, une nouvelle proximité est née. La vérité nous a fait mal. Mais elle a aussi séparé ceux qui restaient figés. De ceux qui étaient prêts à évoluer. Et peut-être que c'est ça, finalement, une famille qui grandit. Pas celle qui ne se brise jamais, mais celle qui accepte de regarder ses fractures en face. Je pensais autrefois que la famille était quelque chose de fixe. Un nom commun, une maison, une table autour de laquelle tout le monde se retrouve le dimanche. Je me trompais. La famille que j'avais connue s'est fissurée. Pas en un jour, pas avec un cri. Elle s'est fissurée avec des silences, avec des signatures, avec des choix faits derrière mon dos. Et pourtant, je n'ai pas perdu ma famille. Elle a simplement changé de forme. Aujourd'hui, ma famille n'est plus un grand salon élégant où tout le monde joue un rôle. Elle est plus petite, plus vraie. Il y a ma fille, qui a choisi de regarder ses erreurs en face. Nos conversations ne sont plus superficielles. Elles sont parfois inconfortables. Mais elles sont sincères. Il y a mes petits-enfants, qui courent dans mon appartement modeste. Et qui ne savent rien des calculs, des contrats, des stratégies. Avec eux, je suis simplement mamie. Et cela me suffit. Il y a mon fils, encore à distance. Le lien est plus fragile. Mais il existe. Et tant qu'il existe, il peut évoluer. Il y a aussi des personnes qui ne partagent pas mon sang, mais qui ont partagé ma chute. Sergei. Les femmes du centre d'aide. Les amis rencontrés tard, mais au bon moment. Je comprends maintenant une chose essentielle. La famille n'est pas ceux qui restent par obligation. C'est ceux qui restent par choix. Avant,
Je croyais qu'aimer signifiait supporter. Setaire. Sedapter. Ne pas déranger. Aujourd'hui, je sais qu'aimer, c'est aussi poser des limites. Dire non. Refuser d'être effacé. Ma nouvelle famille ne repose plus sur la peur de perdre. Ni sur l'intérêt, ni sur l'apparence. Elle repose sur le respect. Et je préfère une famille plus petite, mais construite sur la vérité, qu'un grand clan uni par le silence et le calcul. Si je devais résumer cette transformation en une phrase, ce serait celle-ci. On ne choisit pas toujours ceux avec qui on commence la vie, mais on peut choisir ceux avec qui on continue. Il m'a appelé plusieurs mois après le jugement. Sa voix n'avait plus cette assurance froide que je connaissais si bien. Elle était plus basse, plus lourde. Nous nous sommes retrouvés dans un petit café discret. Pas dans les lieux élégants où il aimait être vu. Il était déjà assis quand je suis arrivée. Pour la première fois depuis des années, il n'avait rien d'imposant. Je voulais m'excuser, a-t-il dit sans détour. Pas pour le divorce. Pas pour la stratégie. Mais pour la manière. Pour les années à me parler comme à une figurante. Pour les décisions prises sans moi. Pour les mots blessants répétés jusqu'à ce qu'ils deviennent normaux. Il a reconnu avoir tout calculé. Avoir voulu protéger l'essentiel. Avoir confondu pouvoir et sécurité. Je l'ai écouté sans l'interrompre. Pas par indulgence. Par lucidité. Il a dit qu'il n'avait compris que trop tard. Que l'argent ne parle pas le soir. Que les contrats ne s'assoient pas à table. Que les victoires juridiques ne remplacent pas les regards. Il a admis qu'il avait sous-estimé ma capacité à me relever. Qu'il m'avait réduite à une image commode. Qu'il n'avait jamais imaginé que je pourrais tenir debout face à lui. J'ai tout gâché, a-t-il fini par dire. Je ne lui ai pas offert le pardon immédiat qu'il semblait espérer. Je ne lui ai pas non plus fermé la porte au visage. Je lui ai simplement répondu. Tu as compris. C'est déjà quelque chose. Mais comprendre ne réécrit pas le passé. Sa prise de conscience était réelle. Mais elle arrivait après les signatures. Après les stratégies. Après les blessures. Certaines vérités éclairent. D'autres arrivent quand tout est déjà cassé. Je ne lui ai pas rendu sa solitude. Je ne l'ai pas sauvé non plus. Je suis partie du café en paix. Parce que cette fois, je n'avais plus besoin qu'il réalise quoi que ce soit pour exister. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Pas avec colère. Pas avec hystérie. Mais avec une clarté que je n'avais jamais eue auparavant. Pendant 42 ans, j'ai été la blonde. Son petit surnom lancé avec condescendance. Son ton moqueur quand il voulait me rappeler ma place. Son sourire en coin quand il me faisait comprendre que je ne comprenais rien aux vraies choses. Ne t'en mêle pas, blonde. Tu ne sais pas comment fonctionne le monde réel. Laisse les décisions aux adultes. Au début, je croyais que c'était affectueux. Puis j'ai compris que c'était une façon de me diminuer. De me réduire. De m'enfermer dans une case confortable pour lui. Et ce soir-là, dans cette pièce qui avait été ma maison pendant plus de 4 décennies, j'ai senti quelque chose se redresser en moi. Il parlait encore. De stratégie. D'avocat. De reputation. De conséquences. Je ne l'écoutais presque plus. J'ai attendu qu'il termine, qu'il reprenne son souffle, et j'ai dit calmement. Je ne suis plus ta petite blonde. Il s'est figé. C'était la première fois que je refusais ce mot. La première fois que je ne souriais pas. La première fois que je ne faisais pas semblant de trouver ça léger. Je suis Marina. Mon prénom a résonné dans la pièce comme quelque chose de nouveau. Comme si je venais de me présenter à moi-même. Marina, une femme qui a vécu 42 ans à tes côtés. Marina, qui a élevé tes enfants. Marina, qui a tenu cette maison pendant que tu bâtissais ton empire. Marina, qui a cru en toi quand personne ne savait encore ton nom. Je me suis approchée d'un pas. Tu as peut-être réussi à effacer mon nom de certains documents. Mais tu n'effaceras pas qui je suis. Il a voulu répondre. Mikua. Reprendre le contrôle. Je l'ai arrêté d'un simple regard. Tu m'as appelée blonde pour me rappeler que je ne comptais pas. Aujourd'hui, je te rappelle que je ne suis pas un détail décoratif dans ta vie. Un silence lourd est tombé entre nous.
Je n'avais pas crié. Je n'avais pas tremblé. Je n'avais pas pleuré. Et c'est peut-être ça qui l'a le plus déstabilisé. Parce qu'il venait de comprendre une chose essentielle. Il n'avait pas seulement perdu une épouse. Il venait de perdre la version silencieuse de moi. Je me suis tournée vers la porte. À partir d'aujourd'hui, tu t'adresseras à moi comme à n'importe quel être humain. Pas comme à une habitude. Pas comme à une possession. Pas comme à une femme que tu crois avoir façonnée. Je suis Marina. Et pour la première fois de ma vie, je me tenais entièrement de mon côté. À 67 ans, on me disait que la vie ralentit. Qu'on range les rêves dans des tiroirs. Qu'on vit de souvenirs. Qu'on attend. Mais pour moi, 67 ans n'a pas été une fin. Ça a été un commencement. Je ne me suis pas retrouvée jeune. Je ne me suis pas retrouvée naïve. Je me suis retrouvée lucide. Je n'avais plus besoin de plaire. Plus besoin de prouver. Plus besoin de rester pour ne pas déranger. J'avais seulement besoin de respirer. Et j'ai compris quelque chose d'essentiel. La vie ne s'arrête pas quand on quitte une maison. Elle ne s'arrête pas quand un mariage s'effondre. Elle ne s'arrête pas quand les enfants prennent de mauvaises décisions. Elle se transforme. À 67 ans, j'ai appris à habiter un silence qui ne faisait plus peur. À choisir mes journées. À boire mon café sans attendre que quelqu'un me donne la permission d'exister. On croit que la liberté appartient aux jeunes. Ce n'est pas vrai. La liberté appartient à ceux qui osent. Et j'ai osé. J'ai aussi compris autre chose. La famille n'est pas qu'une question de sang. Ce n'est pas un nom de famille gravé sur une boîte aux lettres. Ce n'est pas une photo parfaite encadrée dans un salon trop grand. La famille, c'est un choix. Ce sont ceux qui restent quand il serait plus simple de partir. Ceux qui disent la vérité, même quand elle dérange. Ceux qui ne vous effacent pas pour protéger leurs intérêts. Mon ex-mari portait le même nom que moi. Pendant 42 ans. Mais il ne me protégeait pas. Sergueï n'avait aucun lien officiel avec moi. Et pourtant, il m'a défendu. Ma fille a failli me perdre. Puis elle a choisi de revenir. Pas par obligation. Par conscience. Mon fils hésite encore. Et ce sera son propre chemin. J'ai cessé de croire que la famille est automatique. Elle ne l'est pas. Elle se construit. Elle se mérite. Elle se choisit. À 67 ans, j'ai perdu une illusion. Mais j'ai gagné quelque chose de plus solide. Le droit de définir moi-même qui a le droit de rester dans ma vie. Et ça, ce n'est pas une fin. C'est une renaissance. L'aube au lieu de la nuit. Pendant longtemps, j'ai cru que ma vie ressemblait à une nuit interminable. Pas une nuit violente, pas une tempête. Non. Une nuit silencieuse, polie, bien organisée. Une nuit où tout semble en place. Mais où l'on ne voit plus le ciel. Je vivais dans une maison éclairée, dans un mariage respectable, dans une famille réussie. Et pourtant, au fond de moi, il faisait sombre. Ce n'était pas l'absence de lumière autour de moi. C'était l'absence de lumière en moi. Puis un jour, tout s'est effondré. Les mensonges, les comptes cachés, les signatures, les trahisons. J'ai cru que c'était la fin, que la nuit devenait plus épaisse encore. Mais je me suis trompée. Ce n'était pas la nuit qui avançait. C'était l'aube qui arrivait. L'aube ne ressemble pas à une explosion de soleil. Elle commence doucement, presque imperceptiblement. Un détail, une vérité, une décision. Dire non. Appeler un avocat, faire une valise, fermer une porte. Ce sont de petites lignes claires dans un ciel encore sombre. Quand j'ai quitté cette maison avec mon unique valise, je n'avais pas l'impression de marcher vers la lumière. J'avais peur. J'étais blessée. J'étais fatiguée. Mais sans le savoir, je marchais vers le matin. Aujourd'hui, quand je me tiens devant mon chevalet et que je peins un ciel qui s'éclaircit, je comprends enfin. La nuit n'était pas ma punition. Elle était une transition. On ne peut pas forcer le lever du soleil. Mais on peut décider de ne plus vivre dans l'obscurité volontaire. J'ai passé 42 ans à m'adapter à la nuit des autres. À fermer les yeux. À faire semblant que l'ombre était normale. À 67 ans, j'ai choisi l'aube. Pas une vie parfaite. Pas une revanche spectaculaire.
Juste une lumière honnête. Et c'est suffisant. Parce que parfois, le plus grand courage, ce n'est pas de vaincre la nuit. C'est d'attendre le matin. Et de rester debout jusqu'à ce qu'il arrive.